Merci d'être là, de venir au rendez-vous pour cette conférence où je vais vous parler de l'enfant intérieur, hein. Alors, ça va pas être, je vais pas vous dire comment parce que c'est compliqué, c'est pas aussi simple. Je vais vous donner des lignes directrices et je vais vous parler en fait aussi du programme que je compte mettre en place. C'est un programme que j'utilise en one-to-one depuis près de 15 ans dans mon cabinet. Donc, c'est vraiment aller travailler son enfant intérieur, mais de façon très profonde et très concrète et très conscientisée, en fait, hein. Parce que moi, je suis vraiment dans la dynamique que pour pouvoir changer les choses, la première étape, c'est la conscience, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas. La deuxième étape, c'est de libérer les blocages. La troisième, c'est d'agir. Et la quatrième, c'est de persévérer. Et la cinquième, c'est la reconstruction. Voilà, en gros, ça c'est la méthode claire. Donc c'est quelque chose que je mets en place dans tous mes accompagnements. Pour les gens qui veulent vraiment apprendre à se connaître et à guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et quand même, on sera, je ne sais plus qui disait ça, c'est que la pire relation qu'on entretient, c'est celle avec nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on ait compris qu'on est en train de se maltraiter, hein. Donc, on s'en rend même pas compte la plupart du temps. Donc, c'est un grand cheminement dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais mettre le partage d'écran. Voilà. Donc, déjà pour commencer, guérir son enfant intérieur, oui, mais comment? Parce qu'on parle beaucoup d'enfant intérieur, c'est un peu la grande mode, hein. Je vais faire de la méditation et puis je vais me connecter à mon enfant intérieur et puis je vais guérir mon enfant intérieur. Mais selon mon expérience de ces 15 dernières années, ce n'est pas vraiment, et puis ma propre expérience, ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, l'enfant intérieur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si ça veut bien bouger. Hop, voilà. Donc, avant que je passe à l'explication de ce qu'est l'enfant intérieur, comment on peut le guérir, je vais rapidement me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Déjà, j'aimerais parler de... Bon, je suis Anne-Laurence Fritsch, j'aimerais d'abord parler de mes valeurs parce que je pense que c'est très important pour que vous compreniez ma démarche et pourquoi je vais vous dire des choses dans la prochaine slide qui sont importantes pour moi. Déjà, mes valeurs, c'est la liberté. Ce que j'entends par liberté, c'est la liberté d'être soi, c'est la liberté, c'est aussi le libre arbitre, hein, d'avoir le choix de faire ce qu'on veut de sa vie et surtout de s'exprimer dans son authenticité et puis être authentique. Et c'est pas évident d'être authentique parce que dans notre société, on nous juge beaucoup, il faut être un peu comme tout le monde, suivre le mouvement, etc. Et puis, mon autre valeur, c'est l'éthique. Alors ça, ce que je veux dire par l'éthique, pour moi, c'est de justement respecter l'autre dans son libre arbitre. Moi, mon rôle dans l'accompagnement des personnes, ce n'est pas de leur dire ce qu'ils ont à faire, mais c'est de les guider vers leur propre solution, parce que la solution est en chacun de nous. Et quand on est dans une problématique, on a du mal à la voir et le regard extérieur d'une personne qui n'est pas dans le jugement, hein, mais qui est dans essayer de comprendre la personne dans ses valeurs et ses croyances profondes et d'aller dans son sens pour l'amener vers autre chose, c'est essentiel. Et puis aussi l'éthique, c'est de ne pas être, on en avait déjà parlé avec Karine dans des lives ensemble, ce n'est pas être dans le mode supérieur, l'expert, moi je sais tout, je te dis ce qu'il faut faire parce que moi je sais, c'est d'être au même niveau que la personne, c'est d'aller dans son sens pour mieux la comprendre et c'est aussi éviter d'être son sauveur parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse se sauver. Donc ça, c'est très important, c'est ce que j'entends par l'éthique. Mon motto, ça, depuis des années, c'est d'informer les gens pour une conscientisation des esprits qui puisse mener à une transformation positive et créatrice de sa vie. Parce que comme je disais tout à l'heure, sans conscientisation, si on ne comprend pas
si on ne conscientise pas la problématique, c'est très difficile d'agir pour changer les choses. Donc, mon parcours à moi, déjà, j'ai vécu pendant près de 20 ans en Australie et depuis 26 ans, je vis à La Réunion. En Australie, j'étais dans le domaine de la psychopédagogie positive. J'étais formatrice de formateurs pendant 10 ans. Et puis, à La Réunion, après un petit passage en France, j'ai créé ma société ici, ICEAN Énergie Créatrice, en 98, qui est un centre de formation continue, data docké et cabinet de thérapie holistique. Ces 15 dernières années, j'ai conçu et j'enseigne les 3 méthodes thérapeutiques que j'ai déposées à l'INPI. Donc, c'est des marques protégées. On ne peut pas déposer n'importe quoi à l'INPI. Donc, ce sont des méthodes que j'ai bien sûr expérimentées avant de les proposer et de les utiliser à mon cabinet. Et donc, il y en a dont une que j'enseigne et dont d'ailleurs je ferai une conférence à ce sujet jeudi prochain. Et depuis 2010, je suis principalement dans la formation de professionnels de santé, les hôpitaux, libéraux, praticiens de la relation d'aide, personnes en reconversion professionnelle. À Strasbourg, à La Réunion, ça c'était quand je me déplaçais. Maintenant, je travaille aussi avec toute la francophonie à distance, donc avec Zoom, c'est très, très, très pratique. Et puis, j'ai fait des conférences, j'ai écrit des articles, j'ai fait beaucoup de vidéos sur notamment les thérapies holistiques, l'hypnose, et puis notamment une conférence internationale que j'ai eu l'honneur de faire en Australie en 2014, ça date déjà, c'était sur le thème de guérir par l'hypnose. C'était une conférence internationale d'hypnothérapeutes qui venaient du monde entier en fait. Voilà, tout ça pour vous donner un peu mon background. Et là, je vais vous donner aussi des éléments essentiels parce que ce qui me touche beaucoup, je trouve, je vais vous dire pour que vous compreniez ma façon de procéder et pourquoi ce que je vais vous expliquer est important dans cette conférence sur comment guérir son enfant. Pour moi, c'est essentiel de se former auprès d'experts qui sont sur le terrain. Et pas de se contenter de lire des livres, ni de faire des formations théoriques universitaires. Ce n'est pas comme ça qu'on devient un bon thérapeute. C'est essentiel de continuer à se former toute la vie. Et je suis quelqu'un qui va au fond des choses. Je ne fais pas les choses à moitié. Parce que quand on est dans le domaine de notamment l'hypnose, on travaille dans le domaine de l'inconscient et il faut savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir un bagage en psychologie humaine. Il faut connaître les psychopathologies. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour justement accompagner la personne en toute sécurité, pas aller là où il ne faut pas aller. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de « Ah, mais tu n'as pas besoin de te former pour devenir un coach ou thérapeute, tu te lances, tu verras sur le terrain. » D'accord, on apprend sur le terrain, mais à mon avis, on ne peut pas s'improviser hypnothérapeute, ça c'est sûr. Il faut savoir ce qu'on fait et en kinésiologie, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à apprendre et aussi sur la psychologie humaine. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez comment je vais amener cette conférence sur comment guérir son enfant intérieur. Donc voilà, je ne vais pas vous lister ces écrits-là. Donc je suis très spécialisée, je me spécialise et je continue à spécialiser notamment en hypnose, dans toutes les formes d'hypnose, pour pouvoir adapter justement ce qui marchera le mieux avec la problématique de la personne et son mode de fonctionnement. Voilà pour la parenthèse. Et maintenant, je vais passer donc à Never Stop Learning, j'insiste là-dessus. Continuez à vous former auprès d'experts. Alors, comme je vous disais en introduction, notre pire relation est celle que nous entretenons avec nous-mêmes jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. Ces 15 dernières années, j'ai accompagné, je ne sais pas, plus de 2000 personnes à mon cabinet. Même plus que 2000 maintenant, ça c'était il y a 10 ans. Bref, j'ai accompagné de nombreuses personnes et la problématique qui revient toujours, c'est la problématique de la façon dont les personnes se traitent elles-mêmes. Et quand on se maltraite, on a tendance à avoir cette attitude, la faute c'est les autres, et
ou la faute c'est moi, hein, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose dont nous devons prendre conscience et nous sommes tous passés par là. Ça m'étonnerait que je n'ai jamais rencontré une seule personne qui me dise « moi, je suis bien depuis l'enfance, je n'ai eu aucun problème, je suis connectée à mon enfant joyeux, je suis heureuse ». Il y a toujours des blessures, on en parle. Alors moi, je ne vais pas parler des 5 blessures de l'enfance, hein, c'est redondant. Moi, je vais vous parler des blessures de tous nos enfants intérieurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Parce que c'est l'enfant intérieur. Beaucoup de gens, quand ils parlent de l'enfant intérieur, ils pensent à cet enfant-là. Hein, cet enfant-là que nous recherchons, que nous essayons de reconnecter toute notre vie. Cet enfant joyeux, cet enfant en pleine authenticité, spontanéité, cet enfant aussi espiègle et cet enfant qui est absolument spontané et authentique, qui crie quand ça ne va pas, qui pleure quand ça ne va pas, qui rigole quand il est heureux, qui est dans la découverte de la vie. Hein. Donc, c'est important que nous avons bien plus que cet enfant-là. Cet enfant-là, il est en nous, mais souvent, il est recouvert par toutes les couches de toutes les choses qu'on met dans notre cerveau d'enfant. Je vais vous parler un peu de cerveau aussi, parce que vous savez que le cerveau, c'est un peu ma spécialité aussi. Hein, j'adore parler du cerveau. On sait, par exemple, il y a une neurologue qui s'appelle Dr Régine Zekri-Hurstel, je l'avais déjà mentionné dans d'autres conférences. Elle a démontré ce que peut faire le cerveau à différents âges. Hein. Donc, c'est pour ça que de 0 à 15 mois déjà, on est dans le développement du cerveau reptilien. Donc, on est incapable, à ce moment-là, on est juste dans les besoins essentiels, être nourri, manger, boire, avoir de l'amour, etc. Et après, on passe dans la phase du système limbique qui commence à se créer entre 15 mois et 4 ans. Entre 15 mois et 4 ans, un enfant ne peut pas raisonner comme un adulte. Et beaucoup d'adultes attendent d'un enfant d'être sage et de raisonner comme un adulte. Mais ce n'est pas possible. Il est dans ce début de la compréhension de soi et des autres, de soi et des émotions, de soi et du langage. Il est dans cette phase-là, hein, entre 15 mois et 4 ans. Il est dans l'exploration émotionnelle, il est dans l'exploration du langage et de la communication. Il voit ce qui ne marche pas. Quand il dit non, il voit que quand il dit non à tout, et ben, ça met quelqu'un. Il est dans l'exploration de comment réagissent les adultes. Les mots, il ne les comprend pas forcément, et il est en train d'explorer tout ça. Il est curieux de tout, et il est dans l'imagination, il est dans la motricité grossière, hein, et aussi dans le développement de la mémoire et du développement social. Il est en plein apprentissage. C'est la période du non à tout, oui à tout, poser des questions. C'est après la phase de 4 à 7 ans où il est en train d'élaborer son cerveau gestalt, cerveau droit. Et là, en fait, il va traiter l'image globale, la cognition, ça commence à se mettre en place. Il va développer les capacités de voir les images, les mouvements, les rythmes, les émotions, l'intuition qui commence à se développer, et puis le discours extérieur et la pensée unificatrice. Et puis après, on passe à la phase entre 7 et 9 ans, où il va commencer à élaborer l'hémisphère gauche. Et c'est pour ça que là, en France, elle explique dans son bouquin, cette neurologue, on introduit l'écriture beaucoup trop tôt en France, parce que c'est la chose la plus difficile pour un cerveau d'enfant, c'est de passer de la verticalité à l'horizontalité et de ne pas bouger. On dit bouge pas, copie du tableau dans ton cahier, et ça c'est très compliqué pour un cerveau d'enfant de faire ça à cet âge-là. Donc dans les pays nordiques, hein, européens, on l'introduit à 8-9 ans l'écriture et pas avant. Et ils n'ont pas tous les problèmes de dyspraxie, dyslexie, etc. Tout ça, parenthèse, pour dire que nous avons plusieurs phases d'apprentissage, et pendant les phases où on n'est pas encore développé au niveau cognitif, nous sommes très sensibles et tout s'imprègne dans la mémoire cellulaire. Hein. Donc, tous les mots, tous les tons, le ton employé par les parents, les expressions de visage,
Et tout ça, ils comprennent intuitivement au niveau de leurs cellules, hein, les enfants. Ils sont des éponges. Et après, comment on va pouvoir identifier, hein, les états d'âme en tant qu'adulte, hein, bah, c'est tout ça, hein, tout ce qu'on a vécu, dont on n'avait pas conscience. Beaucoup de gens ne se souviennent absolument pas de leur enfance. J'ai beaucoup de gens, ils me disent bah, je me souviens absolument de rien, ou alors on se souvient juste de certains éléments, ou parce qu'on nous a raconté des trucs, mais souvent entre 0 et 5 ans, on ne se rappelle pas de grand-chose, à moins qu'il y ait eu un événement majeur qui soit produit. Et la plupart du temps, quand c'est un traumatisme, eh bien, notre inconscient nous protège en occultant l'événement traumatisant pour qu'on puisse continuer à vivre, qu'on puisse survivre à cet élément traumatisant. Donc, les états d'âme, eh bien, pour moi, vous savez, quand on parle de blessures, après, on va parler des blessures, hein, des différents âges de l'enfant. Il y a l'enfant, donc, je vous ai déjà mentionné. Après, il y a l'enfant à 8 ans, à 7 ans, le petit garçon, il commence à se rapprocher de son père. Il y a l'élaboration du lobe frontal à partir de 8 ans et de la motricité. On développe la motricité fine et l'adresse. Hein. Et puis, il commence à contrôler le comportement social. Hein. Et il y a toutes ces choses qui se mettent en place. Je ne vais pas vous raconter tout ça jusqu'à l'âge mais après à 9 ans, l'augmentation de libération du corps calleux, etc. Et puis, on a après l'adolescence. L'adolescence, la crise de l'adolescence, hein, c'est une période très compliquée. Il y a des gens qui ne vivent pas la crise de l'adolescence, qui la vivent à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais c'est une phase où on se rebelle parce qu'à cet âge-là, on commence à remettre en cause nos parents. On commence à se dire, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Parce qu'on commence vraiment à comprendre certaines choses et à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Donc, c'est souvent la crise de rébellion. Les parents, ils disent, les parents, c'est des cons. Enfin, vous savez, cette phase-là, moi, je sais mieux que toi, qu'est-ce qu'ils me racontent, etc. Donc, pour parler des différents enfants, on a tous ces enfants-là à l'intérieur de nous. Ce n'est pas juste guérir un enfant. Moi, je dirais qu'on a plusieurs enfants à guérir à l'intérieur de nous. Les différents âges, les différents époques. Il y a l'enfant joyeux, l'enfant rebelle, l'enfant à 8 ans, l'enfant à 6 ans, l'enfant à 3 ans. Il y a plein de blessures. Ce n'est pas une histoire juste les 5 blessures de l'enfance. Hein. Il y a toutes ces choses à prendre en compte. Et il y a une prise de conscience pour pouvoir arriver à guérir tous ces enfants intérieurs. Alors, les clés, on en avait déjà parlé dans un live avec Karine. Le truc, c'est que aussi longtemps que on ne prend pas conscience de cette relation qui se joue à notre insu dans toutes les familles, hein, qu'il y a toujours ce qu'on appelle, le triangle de Cartman, le triangle dramatique de Cartman. Il y a toujours ces rôles qui se mettent en place. Il y a toujours une victime, un sauveur et un persécuteur. Et ces triangles dont vous avez sûrement entendu parler. Et il faut se demander à l'âge adulte, hein, quel rôle nous avons pris ou subi dans notre enfance, parce que c'est plutôt subir. Hein. On nous fait subir des rôles. Hein. Quand on a des petits frères dont il faut prendre, on doit prendre soin de ses enfants, de son petit frère, parce que la mère n'est pas assez présente. Enfin, il y a plein de familles où c'est déséquilibré dans la façon de gérer la famille. Eh bien, il va y avoir toujours une victime qui subit, qui s'apitoie, se plaint. Alors, c'est soit le père, soit la mère. Et puis, il y a un persécuteur, il critique, ironise, dévalorise l'enfant ou la femme ou le mari. Et puis, il y a le sauveur qui ne peut s'empêcher d'aider. Et la plupart des cas dans les familles, c'est l'enfant qui joue ce rôle-là de sauveur. Le sauveur, parce qu'il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre quand il est tout petit pourquoi il y a des conflits, pourquoi les parents se crient dessus, et il veut sauver ses parents. C'est le premier instinct d'amour, hein, de l'enfant. Un enfant n'est qu'amour, hein, quand il est petit, entre 0 et 6 ans, 0 et 5 ans. Et il veut sauver ses parents, il ne comprend pas. Il culpabilise quand ses parents sont en conflit parce qu'il croit que c'est de sa faute ou qu'on ne l'aime pas. Il y a tout ça qui se met en place et qui commence à créer
des doutes à l'intérieur de nous, dès l'enfance. Et après, ce qu'il faut se demander, ce qui est vraiment important, c'est de se demander quel rôle nous reproduisons, nous, en tant qu'adultes, dans ce schéma-là familial qui se produit dans toutes les familles. Quel rôle nous jouons? Nous jouons le rôle de victime, de persécuteur ou de sauveur dans notre propre famille que nous avons créée, si nous avons des enfants, si nous avons un mari, une femme. Quel est le rôle principal que nous jouons? Et je vais vous dire un truc, on ne s'en rend pas compte avant de se poser ces questions-là. On n'a pas conscience de faire ça, on reproduit les schémas parentaux jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on le fait. Et même des fois, il faut les reproduire 3 fois, 4 fois avec d'autres couples, différents couples, enfin, se mettre en couple avec une autre personne, on reproduit la même chose. Et même quand on évite de le faire, on le reproduit. Et ça, je l'ai vu maintes fois autour de moi et autour des personnes que j'accompagne également. C'est quelque chose qu'il faut absolument conscientiser pour prendre du recul et pouvoir changer ça, parce que nous pouvons changer la façon dont nous comportons. Nous prenons le pouvoir de changer les choses une fois que nous comprenons et que nous conscientisons ce genre de triangle dramatiques qui se mettent en place dans les familles. Alors, en tant qu'adulte, c'est déjà se poser ces questions-là. Mais c'est aussi savoir reconnaître et détecter ces différentes parties de nous. Et là, je vais vous parler d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est quelque chose qui existe depuis 1958. Moi, je suis tombée sur un petit bouquin il y a au moins 30 ans. Ça a transformé ma vie. Parce que ça, c'est maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, c'était très mal connu. Mais comme je dis souvent, nous n'avons rien inventé. Toutes ces choses existaient déjà. Simplement, on met de nouveaux mots maintenant, nouvelles techniques, etc. Mais toutes ces choses extraordinaires existaient déjà, ces connaissances de l'être humain. Hein. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est basé sur, je vais vous donner les données, sur le médecin psychiatre qui a mis ça en place, un psychanalyste canadien Eric Berne, hein, et qui consiste en fait à identifier les états du moi. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a un parent, un adulte et un enfant. Et ça permet d'étudier les phénomènes intrapsychiques à travers les échanges relationnels de 2 personnes ou plus de personnes se mettent en place et qui sont appelées dans cette méthode des transactions. C'est-à-dire, moi je vais plus loin, mais il en parle aussi, quand on est là-dedans, voyez, attends, dans chaque personne, dans chacun d'entre nous, il y a déjà plusieurs enfants, hein, à différents âges, hein, l'enfant de 0 année, de 5 à 6, de 7, l'adulte, l'adolescent, etc. Il y a l'adulte. Alors l'adulte, c'est cette partie de nous qui est capable d'être neutre et de voir les choses avec du recul, d'observer les faits sans être dans les émotions. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas évident de le faire. Il y a des gens qui sont incapables de prendre ce recul-là et de se comporter avec, comment dire, neutralité, sans se sentir investi dans le truc. Ce n'est pas évident à faire. Le parent, il y a les parents qu'on a intégrés dans notre tête, c'est-à-dire il y a la mère, le père, il y a le parent tyrannique et le parent nourricier, qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre triangle dramatique. Hein. Il y a le parent, la maman nourricière, si on a 2 parents, hein, il y a la maman nourricière, la maman tyrannique, entre guillemets, et puis il y a le papa nourricier, le papa tyrannique. Et on a intégré toutes ces choses dans notre cerveau à un niveau inconscient, de 0 à 6 ans notamment. C'est la phase la plus importante où on intègre tout ce qu'on nous dit, on le prend pour la Bible, pour la vérité, parce qu'on n'a pas les facultés cérébrales de remettre en question. On est en plein développement, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, tout ça s'intègre au niveau de nos apprentissages,
on intègre, c'est à ce moment-là qu'on intègre plein de croyances limitantes, enfin des croyances qui ne nous appartiennent pas et qu'on croit qu'elles sont à nous. Et tout ça, c'est important de le comprendre que on peut changer tout ça. C'est tout à fait possible de changer tout ça, mais d'abord, il faut en prendre conscience. Alors, il y a ce jeu relationnel dont il parle, Eric Berne, c'est qu'il y a toujours ce jeu qui se joue dans chaque relation. C'est-à-dire, vous pouvez être le parent tyrannique qui dit tu, qui est accusateur, qui est tyrannique, etc., envers votre conjoint, qui se sent comme un enfant et qui est là, tout penaud, ou bien il y a ce parent, ça peut être le rôle de l'adulte à adulte, hein, quand on veut avoir une conversation sérieuse, il faut il faut le faire, choisir le moment quand tout le monde est calme et qu'on puisse avoir une conversation sérieuse, c'est quand on se parle d'adulte à adulte, c'est-à-dire capable de prendre du recul et de raisonner et de parler intelligemment en tant qu'adulte. Et puis, il y a aussi ce jeu qui se joue, hein, ce rôle entre parents, enfant-parent, c'est-à-dire qu'on se comporte comme un enfant vis-à-vis de son conjoint, qu'on considère comme le papa qui va nous apporter tout ce qu'il faut, sauve-moi, etc. Hein, il y a constamment, et dans toutes les relations, il y a ces transactions qui se mettent en place. Et quand on prend conscience de ça, on peut changer nos comportements et regarder, s'observer en train d'agir dans tel ou tel rôle. Et c'est très enrichissant et très révélateur de soi. Donc, on pourrait aller voir plus de choses sur Eric Berne, mais ce qu'il apporte là-dedans, c'est la façon de procéder, d'aller analyser nos comportements dans les relations avec les autres, et bien ça permet en fait une prise de conscience et une meilleure compréhension de ce qui se joue ici et maintenant au moment où on est en train de parler. C'est prendre du recul, pouvoir s'observer en train de se comporter d'une certaine façon dans les relations entre deux personnes et dans les groupes. Et puis, ça propose cette analyse transactionnelle, hein, de quel rôle on joue, comment on se comporte, et bien ça permet de repérer les jeux psychologiques, hein, les types d'échanges qui se répètent de manière semblable. Et souvent, on répète des rôles qu'on a communs schématisés, qu'on a reproduits inconsciemment en observant les adultes dans notre propre famille, hein, les adultes et les enfants. Donc, et quand on fait ça, ça peut se terminer par un sentiment de malaise. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Si on est dans un sentiment de malaise, c'est qu'on a besoin de faire un travail de ce type pour pouvoir détecter tout ça dans nos rôles à l'autre, la façon dont nous nous comportons avec les autres. Alors, il postulait aussi, Eric Berne, que les grandes orientations de la vie sont décidées dès l'enfance et peuvent prendre la forme d'un scénario de vie. Et également, il définit également 3 critères de bonne santé psychique, c'est la conscience, la spontanéité et l'intimité. C'est-à-dire garder son jardin secret, c'est important aussi. Donc, on va en parler tout à l'heure, on va discuter, hein, de tout ça si vous avez des questions. Donc ça, c'est mon approche de comment guérir son enfant intérieur. C'est déjà cette prise de conscience de tout cela. C'est pour moi essentiel pour aller guérir son enfant intérieur. Et moi, ce que je vous propose, ce que j'ai l'intention de proposer, c'est un programme de coaching de groupe pour ceux et celles que ça intéresse. On n'a pas besoin, même les thérapeutes, ça peut les intéresser parce que tout le monde ne sait pas tout cela forcément. Moi, j'ai vu beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas au courant de ces choses dont je viens de parler. Et le programme, ça consisterait à définir déjà votre enfant intérieur, les différentes parties de vous, différentes parties blessées, comment les identifier, à quoi elles correspondent dans votre enfance, quel âge, quel schéma familial, etc. Comprendre ce qui se rejoue dans chaque être humain et relation humaine, savoir remettre en question votre éducation, vos parents, vos éducateurs, parce que c'est essentiel de rendre à César ce qui appartient à César. Parce que aussi longtemps qu'on se responsabilise et qu'on se culpabilise
de nos parents, vous savez, de dire: «Ben non, je peux pas remettre». Vous savez, ici à La Réunion, il y a une culture, culturellement, les gens ont beaucoup de mal à remettre en cause leur éducation et à remettre en cause leurs parents. Je pense que c'est aussi le cas dans beaucoup de régions en France, mais c'est essentiel et pour réhabiliter cet enfant qui a souffert, c'est essentiel de lui dire: «Oui, tu avais raison de te sentir mal à cause de cela, ce n'est pas de ta faute», de lui rendre à César ce qui est à César, responsabiliser les parents pour le rôle qu'ils ont joué dans la souffrance des enfants. Mais ça ne veut pas dire aller leur parler de tout ça, c'est pas ça dont je parle, hein, ça c'est on en parlera tout à l'heure, c'est pas de ça du tout que j'en parle, c'est de soi-même se reconnaître la souffrance de cet enfant et lui dire: «Oui, mais t'inquiète pas, je suis là maintenant pour toi, je vais prendre soin de toi de soi». Si on ne fait pas tout ce travail-là, c'est très compliqué d'être dans la compassion vis-à-vis de son enfant. C'est déculpabiliser cet enfant qui se sent coupable que ses parents se sont séparés, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, ça permet aussi de se délester du poids des loyautés familiales, hein, parce que ça va loin, hein, ça peut aller loin. On fait des choses pour faire plaisir aux parents, on fait des choses à l'oncle, à la grand-mère, etc. Et on n'a pas à faire ça. On est là pour vivre notre vie, pour vivre la vie que nous sommes venus vivre. Et apprendre à se connaître, à se reconnaître, hein, c'est essentiel. Se découvrir autrement, libérer de toutes ces croyances qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas nos croyances, pour enfin se retrouver dans sa nature profonde, l'enfant intérieur, hein, s'autoriser à être soi. Et en fait, moi, quand je parle de blessures, vous savez, quand je parle de blessures, les 5 blessures de l'enfance, moi, je parle de la blessure de l'âme. Parce que quand on retourne, on se reconnecte à cet enfant intérieur, hein, quand on arrive à être bienveillant avec nos enfants, tous nos enfants intérieurs, si vous voulez, eh bien, à ce moment-là, si on arrive à s'accepter, à nous reconnaître, à nous aimer pour honorer, se reconnecter à la source de notre essence divine, ça guérit également nos relations aux autres. Elles sont beaucoup plus apaisées, hein. C'est essentiel de pouvoir s'aimer pour avoir des relations apaisées avec les autres. Donc voilà, c'est le programme dont je voulais vous parler. Et finalement, guérir l'enfant intérieur, ça revient à guérir son âme, à se reconnecter à son essence divine, guérir l'âme qui a été blessée à différents endroits par l'éducation, par tout ce qu'elle a vécu dans l'incarnation. Et pour pouvoir accepter son incarnation, c'est essentiel de pouvoir guérir ses parties blessées. Voilà pour ma présentation.